Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un organite hyper important qu'on va venir retrouver au niveau de la cellule eucaryote, qui est bien sûr la mitochondrie. Donc la mitochondrie, comme je vous ai dit, c'est un organite important. On va essayer de le définir, de le situer, de donner sa structure, de parler un petit peu de ses rôles, et on va essayer de donner quelques informations supplémentaires qui pourront nous être utiles. Donc on commence directement par la définition. Donc la définition, on va dire que la mitochondrie, eh bien, c'est un organite cellulaire qu'on va venir retrouver euh, au niveau des cellules eucaryotes. Elles ont un rôle important euh, de, euh, au niveau métabolique parce que ce sera le siège de toutes les réactions métaboliques du corps humain. Plus précisément, qui est la synthèse de l'ATP. Et c'est un organite, remarque importante, qui ne fait pas partie du système endomembranaire. Elle ne fait pas partie du système endomembranaire. Voilà, donc ça c'était pour la définition. Donc maintenant nous allons passer à la structure des mitochondries, comment on va venir les retrouver au niveau de la cellule. Donc déjà il faut savoir que euh, on ne va pas retrouver déjà un nombre constant de mitochondries dans chaque cellule. Eh bien, tout dépend. Si c'est une cellule qui a besoin d'un métabolisme énergétique élevé, qui a besoin de consommer beaucoup d'ATP, donc logiquement, on va venir retrouver beaucoup de mitochondries. Et l'ensemble des mitochondries d'une cellule, c'est appelé un chondriome. Un chondriome. Voilà. Donc, l'une des particularités de ces mitochondries, c'est qu'elles sont vraiment très dynamiques. Elles peuvent, par exemple, j'ai deux mitochondries qu'il y a là, une mitochondrie peut me donner jusqu'à deux mitochondries, par exemple. Elles peuvent se diviser, elles peuvent fusionner ensemble pour me donner une seule mitochondrie. Donc, euh, donc c'est pour cette raison-là que le nombre de mitochondries qu'on va retrouver dans chaque cellule, eh bien, il va différer par rapport aux besoins énergétiques de la cellule. Donc si j'ai besoin de beaucoup de mitochondries, donc elles vont se diviser de telle sorte à ce que j'obtienne beaucoup de mitochondries. Donc je peux avoir juste de 10 mitochondries jusqu'à 3000. Hein, c'est énorme, la différence elle est énorme. Et si je n'ai pas besoin justement de beaucoup de mitochondries, dans ce cas-là, elles vont fusionner pour m'en donner qu'une seule. Voilà. Elles peuvent aussi bouger dans la cellule, elles peuvent se déplacer, elles peuvent fusionner, elles peuvent se diviser, elles peuvent se déformer, changer de forme. Ce sont des organismes qui sont très dynamiques et qui bougent beaucoup. Une information aussi importante, c'est que les mitochondries sont héritées uniquement par la mère. Pourquoi? Imaginons que j'ai un spermatozoïde, bon je ne sais pas vraiment très bien dessiner, mais bon, j'ai un spermatozoïde qui est ça, voilà. Là, je retrouve le noyau de mon spermatozoïde. Et là, je retrouve la flagelle. Eh bien, l'information qui code pour la mitochondrie, elle est située au niveau du flagelle. Et vu qu'après, il dégénère, c'est uniquement le noyau qui féconde. Dans ce cas-là, eh bien, l'information concernant la mitochondrie qui est héritée du père, elle ne sera pas transmise à la descendance. C'est pour cette raison-là que si j'ai une maladie qui est d'origine mitochondriale, une maladie héréditaire d'origine mitochondriale, dans ce cas-là, si la mère elle est porteuse, nécessairement tous les enfants seront porteurs, qu'ils soient mâle ou garçon, mais si le garçon il est porteur, dans ce cas-là, aucun de ses enfants ne sera malade. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, les mitochondries sont héritées uniquement par les mères, et non pas par les pères. Et donc, comme on a dit, les mitochondries, elles peuvent soit fusionner, soit se diviser. Et ces mécanismes, ils vont venir faire intervenir soit les dynamines lorsqu'elles se divisent, ou alors des mitofusines lorsqu'elles fusionnent. C'est logique. Fusinent, donc elles vont fusionner. Donc on répète. Les dynamines pour les divisions, les mitofusines pour la fusion.
Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport aux mitochondries? Ah, on va parler un petit peu de leur structure. Donc une mitochondrie, eh bien, ça ressemble à ça. Excusez-moi, je ne sais vraiment pas très bien dessiner, mais bon. Donc là, on va venir retrouver, ça va ressembler voilà à ça. Par rapport à la taille, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est de 0,5 jusqu'à 1 micromètre généralement, mais comme j'ai dit, la taille elle est vraiment très variable. Ça va dépendre de la cellule, du type de cellule, du métabolisme énergétique de la cellule. Donc ça peut aller même jusqu'à 10 micromètres sans problème. Donc voilà, ça c'était pour à titre indicatif, pour information. Donc une mitochondrie, elle est constituée d'une membrane externe. La membrane externe, c'est une membrane qui ressemble un petit peu à quoi? Qui ressemble un petit peu à la membrane plasmique. Donc elle va être constituée de 50% de protéines et 50% de lipides. Et c'est une membrane qui est généralement perméable aux protons, perméable à certains ions. Au contraire de la membrane interne qui, elle, n'est pas perméable, on dit qu'elle est imperméable aux protons et imperméable à certaines molécules. Donc c'est une membrane qui sera constituée de 80% de protéines et uniquement de 20% de lipides. Pourquoi? Parce que c'est une membrane qui sera très très riche en complexes de la chaîne respiratoire mitochondriale, à des on va venir retrouver des sympores, des antipores, etc. Donc des protéines membranaires qui vont venir se situer là, juste au niveau de la membrane interne. Aussi, une information cruciale, la membrane interne, elle est beaucoup, beaucoup plus grande que la membrane externe. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on va venir retrouver, elle va adopter soit ces structures-là en plis, on va venir retrouver des replis, on va venir retrouver des crêtes mitochondriales. Donc, parce que la membrane interne est une membrane qui est très grande, étant donné que c'est là où se passe la chaîne respiratoire mitochondriale. Là, l'espace qui est situé entre les deux membranes, c'est l'espace situé entre les deux membranes, donc ce sera un espace intermembranaire. Et là, à l'intérieur même de la membrane interne, on retrouve la matrice mitochondriale. Cette matrice mitochondriale, c'est un espace qui est vraiment très 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 riche en enzymes. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'enzymes, il y a vraiment beaucoup de molécules. Parce que imaginez que c'est là où va se situer le cycle de Krebs, donc toutes ces enzymes-là, citrate synthase, isocitrate déshydrogénase, alpha-cétoglutarate, le complexe alpha-cétoglutarate déshydrogénase, donc toutes ces enzymes-là, eh bien, on va venir les retrouver au niveau de la mitochondrie, et même les composés. L'oxaloacétate, le citrate, l'isocitrate, l'alpha-cétoglutarate, le succinyl-CoA, le succinate, le fumarate, le malate, tout ceci, on va venir le retrouver au niveau même de la mitochondrie, au niveau même de la matrice mitochondriale. Donc, c'est un espace qui est vraiment, vraiment très, très riche en enzymes et en molécules. Parce qu'on va venir retrouver pas mal de choses, comme j'ai dit le cycle de Krebs, comme j'ai dit la décarboxylation du pyruvate, c'est-à-dire la décarboxylation et la déshydrogénation du pyruvate, pour qu'il me donne l'acétylcoenzyme A. C'est là où va se dérouler la bêta-oxydation des acides gras, donc c'est logique que ça soit vraiment très très riche en enzymes. Quoi d'autre? Ah, il faut savoir que la mitochondrie, elle a son propre ADN. C'est un ADN qui est bicaténaire, constitué de deux brins, et qui est circulaire. On va venir en retrouver 5 à 10 copies généralement par mitochondrie, ça peut changer. Et on va aussi retrouver des ARN messagers qui vont m'assurer la transcription et la traduction de cet ADN circulaire. Donc, il y aura 10% à 15% des protéines qui seront directement générées ou créées par la mitochondrie elle-même. Et les 90 ou 85% qui restent, eh bien, elle sera liée au noyau de la cellule, c'est-à-dire à l'ADN nucléaire, et qui va par la suite entrer au niveau mitochondrial. Une chose aussi importante, c'est que
les protéines de la mitochondrie qui sont formées par la mitochondrie, eh bien, ils ont un codon d'initiation différent. Ce n'est pas la méthionine, mais c'est le N-formylméthionine. Aussi, le code génétique il est différent et les ribosomes ils sont généralement beaucoup plus petits que ceux qu'on va venir retrouver au niveau de la cellule. Voilà, donc je pense avoir tout dit, j'espère vous avoir été utile et je vous souhaite bonne chance dans votre préparation. Voilà. Et si vous avez des questions, mettez-les niche et voilà.